peut-être pour lancer un petit peu la discussion, je vais mettre ici aussi moi, euh, je pense qu'il y a un point important aussi pour les patients de savoir. C'est vrai que cette notion d'annonce diagnostique et cette notion de décision médicale partagée, euh, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus pris en compte dans les études de médecine. C'est que moi, quand j'ai fait mes études de médecine, genre de l'annonce diagnostique et les décisions médicales partagées, je veux dire, c'était un angle mort complet. Là, maintenant, il y a des ateliers de simulation pour les étudiants en médecine et les internes de médecine. On leur apprend avec soit des acteurs ou des patients experts, parfois aussi, hein, ou partenaires, ou des jeux sérieux, hein, ce qu'on appelle des serious games, donc des jeux de simulation, à annoncer un diagnostic de maladie chronique ou de maladie grave et de faire un retour d'expérience. Donc c'est aussi de plus en plus dans les études de médecine qu'on apprend ça. Et donc je pense qu'il faut aussi le dire. Et je pense aussi, alors je vais essayer de ne pas être maladroit dans ce que je dis, mais peut-être aussi avoir un petit peu d'indulgence bilatérale. Je m'explique. Je pense qu'il y a certains professionnels de santé qui sont maladroits, pour ne pas dire plus, dans leur annonce diagnostique. Et je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit, c'est difficile, ça c'est sûr pour les patients, c'est comme ça, mais il faut aussi parfois passer finalement cette mauvaise annonce, et c'était dit par Monsieur Bourdon, passer cette mauvaise annonce pour pas non plus mettre en péril finalement tout le reste du parcours de soins. Donc il faut aussi un petit peu d'indulgence dans les limites du raisonnable, hein. Et si la personne est infecte et imbuvable, il ne faut pas forcément s'acharner non plus, mais je veux dire, si c'est simplement de la maladresse, entre guillemets, qui reste bienveillante quand même, je pense qu'il faut passer ce cap. Alors, on n'en parle jamais. Justement, c'est un petit peu ce que disait le professeur Ketowski, c'est justement dans la décision médicale partagée. Vous voyez, c'est un très bon exemple que vous donnez là. Dans la décision médicale partagée, vous allez apporter le fait que dans votre compréhension de la maladie et dans votre approche thérapeutique, la notion si j'ai bien compris, d'acidité, hein, c'est ça que vous dites, hein, joue un rôle. Je trouve que c'est un bon exemple. Je pense que dans les décisions médicales partagées, je laisserai le professeur Katowski en compléter, mais on entend beaucoup ça. C'est-à-dire que, et c'était très bien montré tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a une discussion qui doit se faire entre le médecin et le patient avec ce que vous apportez, c'est en fait vos lectures, vos connaissances, ce que vous avez compris des maladies, ce que vous avez trouvé éventuellement en cherchant, vous voyez. Et le médecin, le professionnel de santé, va apporter ce que lui sait, ce qui est prouvé par la science. D'accord. Et là, il y a une discussion qui s'engage. C'est-à-dire de dire, euh, est-ce que ce que vous avez compris, en fait, correspond à la réalité scientifique qu'on connaît dans la maladie? Oui, non. Et ça, c'est une information qu'on vous donne. Ce n'est pas un jugement, c'est une information qu'on vous donne. Et ensuite, le deuxième point qui est très important, et c'était repris ici, mais ça me semble fondamental, c'est d'abord ne pas nuire. C'est-à-dire que si, par exemple, pour lutter contre l'acidité que vous avez repéré dans vos lectures comme étant un élément, on va vous dire, bah, oui, dans la littérature médicale, ce qu'on sait, c'est vrai ou c'est pas vrai, d'accord? On vous donne cette information-là. Et ce que vous envisagez de prendre comme médicament pour lutter contre cette acidité, est-ce que ça ne va pas vous nuire? Et ça, on va vous apporter cette information-là. Et ensuite, la décision se fait entre gens adultes. Si on vous dit que oui, c'est prouvé dans la littérature que l'acidité de telle partie du corps joue un rôle et que la traiter est bénéfique pour votre maladie, et pourquoi pas. Si on vous dit que dans la littérature, dans la maladie que vous avez, rien ne prouve que l'acidité ou pas joue un rôle et que ce que vous envisagez de prendre peut être néfaste à votre santé, on vous informe. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est la différence entre la médecine un peu paternaliste et la décision médicale partagée. La médecine paternaliste pourrait, entre guillemets, balayer ça en disant, écoutez, franchement, ça n'a aucun sens, vous voyez. La décision médicale partagée va essayer de comprendre pourquoi vous croyez ça et va essayer de vous accompagner dans le fait de traiter ou pas cet aspect.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense qu'effectivement, alors, il y a plusieurs choses dans ce que j'entends. Ici, il y a le sens de partage de l'information, qui est plus effectivement du niveau de la coordination et de la pluridisciplinarité des soins. Euh, et c'est ça que vous entendez dans le sens de partager. C'est partager un parcours, des choix thérapeutiques en commun, et donc de faire circuler l'information. Alors c'est sûr que ça, c'est aussi un élément important de la qualité et de l'expérience des soins, et que c'est absolument nécessaire que les décisions soient transmises, partagées à l'ensemble des soignants qui vous accompagnent. Alors, je pense que pour répondre à ces éléments, il faut inclure, il y a la possibilité, alors bien sûr, ça dépend de la pathologie dans laquelle on se trouve, et vous évoquez là le Covid long, où je dirais que l'historique est moins long et qu'il y a quand même des parcours de soins dans le Covid long, mais et qui n'ont pas forcément l'ensemble des développements et de l'expérience de celles des maladies chroniques inflammatoires ou du diabète. Alors, c'est un sujet qui est un peu différent de celui de la décision médicale partagée, dont le sens partagé est l'échange entre le patient et son soignant, quel qu'il soit. Donc, c'est deux sujets un peu différents. Mais je pense que ce qui les rejoint, c'est le côté coordination et pluridisciplinarité des soins qui est un élément essentiel. Et juste, je voulais revenir sur la remarque du terrain. Je trouve que c'est un élément très fort de la décision médicale partagée, justement, parce que c'est ce qu'on va recueillir du patient, c'est son vécu, son terrain. Et effectivement, il y a des terrains qui sont malheureusement favorisants dans le développement de la maladie ou des terrains qui sont protecteurs. Pour déplacer un peu le sujet, je parlerai des habitudes de vie, l'activité physique, sportive, etc. Ce sont des éléments qu'on va recueillir au moment du diagnostic et de l'accompagnement et qu'on va pouvoir orienter en plus du traitement qui seront favorables à l'évolution de la pathologie. Et donc, ce que vous évoquez, changer un peu son terrain ici par rapport aux calculs rénaux, etc., mais c'est la même chose si on dit éviter le tabagisme, si on dit faire du sport, si on dit maintenir son activité professionnelle, etc. C'est ça la prise en compte du terrain qui permet après une décision la meilleure possible. Oui, et j'ajouterais juste aussi un point important que vous soulevez, c'est bien sûr le rôle important des médecins traitants qui doivent rester vraiment aussi au centre du parcours du soin du patient hein, et qui doit être un peu aussi le chef d'orchestre hein, du parcours de soins, puisqu'il y a souvent plusieurs spécialistes, ça a été rappelé. Hein, maintenant, c'est rare finalement qu'un patient soit soigné par un seul spécialiste. Il y a souvent plusieurs intervenants qui se mettent là. Et c'est important que le médecin traitant garde ce rôle, prenne ce rôle de chef d'orchestre. Et pour cela, évidemment, il doit être complètement informé. Il y a aussi, pour terminer là-dessus, il y a aussi beaucoup d'améliorations dans la communication hein, entre les médecins généralistes, les médecins traitants et les médecins spécialistes. Il y a des développements de messagerie sécurisée, de contacts un peu plus directs qui peuvent se faire. Et nous, on encourage hein, finalement ces contacts médecins-médecins qui sont importants et qui peuvent grandement faciliter et fluidifier le parcours des patients. Et ça, il faut évidemment que les médecins généralistes et les médecins spécialistes s'en saisissent. C'est de plus en plus le cas quand même, hein, je pense. Il faut aussi parfois solliciter son médecin généraliste pour qu'il n'hésite pas à contacter le médecin spécialiste en cas de questions ou de doute. Bien sûr, il y a l'autonomie des médecins généralistes, hein, ce n'est pas la question de remettre en cause, mais si lui-même a un doute ou une question, il peut solliciter le médecin spécialiste. Et ça peut se faire maintenant relativement facilement et c'est de plus en plus accepté, quoi. Merci beaucoup pour votre question qui est extrêmement intéressante. Alors, je commencerai par dire que ben, c'est la loi hein, qui dit qu'aucune décision de soins, quelle qu'elle soit, ne peut être imposée à un patient sans son consentement. Nous n'avons pas le droit d'exercer un traitement sans le consentement du patient. Donc, vous pouvez toujours, vous avez la liberté de refuser
tout traitement. En revanche, ce qui est également un droit pour vous et un devoir pour le soignant, c'est qu'il est indispensable de proposer, quelle que soit la décision du patient, un suivi. Ce n'est pas parce qu'on refuse un traitement que derrière, il doit y avoir une pression ressentie. Il y a beaucoup de choses qui sont du niveau de la communication et du ressenti. Peut-être que, j'espère, enfin, le soignant n'est pas forcément, ne vous en veut pas en fait. Je personnalise absolument pas le discours, c'est qu'il y a du ressenti, il y a de la communication, il y a des incompréhensions, mais en tout cas, il doit toujours y avoir un suivi proposé, quelle que soit la décision thérapeutique qui est finalement décidée et qui peut être celle de ne pas traiter. Après, bien sûr, l'objectif du soignant, c'est de vous apporter la connaissance qui permet de décider ensemble du meilleur soin qui peut vous être proposé. Et il est rarement unique dans les situations où se place la décision médicale partagée. Il y a rarement qu'une seule solution possible quand même, hein, surtout dans des maladies complexes. Votre témoignage est, je dirais, assez représentatif de ce que l'on vit aussi au quotidien. Alors vous en tant que patient, mais nous aussi en tant que médecin, votre cas n'est pas du tout unique, hein. Soit vous inquiéter, soit vous rassurer sur ce point-là. C'est assez fréquent. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il faut qu'en tant que patient et professionnel de santé, on sache gérer ce genre de situation. Parce que c'est vraiment fréquent. C'est-à-dire que on est dans des situations où finalement il y a une maladie qui est diagnostiquée, un traitement qui est efficace a priori qui est proposé, et pourtant le patient ne souhaite pas le prendre. Et donc, mon expérience, c'est qu'il peut y avoir, on va rentrer dans des domaines très psychologiques de part et d'autre, si j'ose dire, à la fois du côté patient et du côté médecin. Il y a certains médecins pour lesquels c'est totalement incompréhensible qu'un patient qui a une maladie donnée avec un traitement efficace connu refuse le traitement. Donc c'est quelque chose qui ne rentre pas dans leur schéma mental. Et quelque part, pour eux, on rentre aussi dans le domaine de la perte de temps, finalement, parce que ça veut dire qu'il faudrait passer beaucoup de temps, en fait, à vous expliquer ce qui, pour eux, est relativement évident, qui est qu'on a un problème A, on a un traitement B qui règle le problème A, donc normalement, on est censé prendre un traitement B et être tranquille. Mais la nature humaine et la réalité des choses montrent que ça n'est pas aussi simple que ça. Vous êtes un bon exemple, mais vous n'êtes pas du tout la seule. Et donc là, on est aussi dans la psychologie médicale, le manque de temps parfois aussi des médecins, qui savent que finalement, pour vous amener et pour faire la décision médicale partagée qui est proposée, ça prend du temps. D'accord. Et donc, dans des situations comme la vôtre, il y a aussi parfois le fait que le médecin se retrouve devant une sorte de montagne à gravir qui va essayer de vous amener à prendre une décision qu'il pense être la meilleure pour vous. Mais il voit bien que ça ne va pas être simple, que ça va prendre du temps, ça va être compliqué. Et surtout, il va falloir comprendre pourquoi vous ne prenez pas la décision de prendre le traitement. Il va falloir rentrer dans votre histoire de maladie, votre histoire personnelle, votre environnement professionnel, familial, vos croyances, vos connaissances, vos compétences. Donc c'est compliqué en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et certains médecins veulent pas rentrer là-dedans en fait, pour faire simple, et se disent bon ben voilà, veulent simplifier les choses, d'accord. Ça, je pense qu'en tant que patient, il faut que vous compreniez aussi quelque part, c'est que vous avez face à vous, vous êtes un être humain. En face de vous, il y a aussi un autre être humain qui a aussi sa psychologie, sa façon de voir les choses, qui est parfois pas très prompt à, entre guillemets, perdre du temps en fait, à convaincre, alors pour lui, c'est relativement évident. Et donc, cependant, c'est tellement fréquent cette situation-là que je pense qu'en tant que professeur de santé, il faut qu'on apprenne à gérer ça. C'est tout le principe de la décision médicale partagée qui a été expliqué. C'est en fait de vous présenter quelles sont les données de la science à l'heure actuelle, d'essayer de comprendre aussi les mécanismes qui font que finalement vous n'adhérez pas à cette décision thérapeutique, et ça peut être plein de raisons, d'essayer de voir si on peut finalement gérer ces raisons-là, parce que derrière, il y a votre santé qui est en jeu, que parfois les médecins sont aussi inquiets, quelque part, du fait que vous ne preniez pas, enfin, je prends votre exemple, mais c'est vrai pour d'autres patients, ils sont parfois aussi inquiets que vous ne preniez pas votre traitement, et ils sont dans une position parfois un petit peu ambivalente, c'est-à-dire qu'ils sont inquiets parce qu'ils se disent, si elle ne prend pas son traitement, ça va vraiment s'aggraver, donc il y a un risque pour elle, pour sa santé,
sévère. En même temps, je ne veux pas forcément trop l'inquiéter, parce que si j'arrive en disant, écoutez, si vous ne prenez pas, c'est la catastrophe, ce n'est pas non plus très, très psychologique comme approche. Et donc, il y a cette situation qui est très instable, très désagréable des deux côtés, où d'un côté, vous n'adhérez pas à la décision pour des raisons qui vous sont propres, et de l'autre côté, il y a l'inquiétude médicale, le manque de temps médical, et le fait de l'incompréhension, finalement, de cette non-adhésion au traitement. Et là, et je pense que c'est, pour terminer là-dessus, je pense que le point essentiel, c'est que justement, il faut respecter votre décision, ça c'est fondamental. Deux, il faut prendre du temps pour essayer de comprendre votre décision et vous apporter les éléments qui vont éventuellement la faire modifier, surtout si on pense que c'est essentiel pour vous de vous traiter, d'accord? Et troisièmement, et ça a été très bien dit, mais je le redis, si malgré les explications données, sincères, ce que je veux dire, réelles, appuyées sur les faits, pour des raisons qui vous sont propres, vous ne souhaitez pas prendre le traitement, on va dire en toute connaissance de cause, il faut le respecter. Vous accompagner, vous suivre. Si la maladie n'évolue pas, je dirais tant mieux. Si la maladie évolue, il ne faut pas vous le reprocher. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Et s'adapter, parce que la maladie évoluant peut-être que votre position va se modifier. Et à ce moment-là, peut-être il y aura peut-être d'autres propositions thérapeutiques à vous faire. Ou peut-être vous aurez, entre guillemets, changé d'avis et compris que c'était la meilleure décision pour vous. Et ça, moi, ça m'arrive toutes les semaines. Enfin, je veux dire, toutes les semaines, j'ai des patients où je suis inquiet, mais je respecte leurs décisions à partir du moment où les personnes ont bien compris. Là où on est quand même un peu mal à l'aise, c'est quand les personnes n'ont pas compris. Et donc là, c'est là qu'il faut passer du temps. Mais il faut avoir le temps. Voilà. Donc c'est un peu la chose. Voilà. Donc c'est ça, enfin, votre témoignage est tout à fait emblématique, on va dire, de ce qu'on peut vivre au fond de part et d'autre. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est pour ça qu'on développe aussi. Ouais. Il y a, par exemple, tu vas compléter, mais je sais que par exemple, pour certaines pathologies dont je m'occupe, on donne un rôle de plus en plus important aux infirmiers et aux infirmières, par exemple. On appelle notamment les infirmiers ou infirmières de pratique avancée qui ont acquis des compétences complémentaires et qui ont aussi parfois un peu plus le temps et aussi un contact différent avec les patients. Il y a moins ce côté patient-médecin qui parfois peut être un tout petit peu écrasant dans certaines situations. Et parfois, certains patients apprécient et disent plus de choses d'ailleurs aux infirmiers, aux infirmières qui le disent aux médecins. Donc, ça peut être une sorte d'intermédiaire intéressant. Et c'était très bien dit. Il y a aussi parce que le temps de la consultation, parfois c'est 10 minutes, un quart d'heure, c'est quand même assez court, ça peut être une demi-heure, mais c'est quand même assez court. Et parfois, en tout cas, sur les patients dont je m'occupe, le fait de passer une demi-heure ou une heure de plus avec l'infirmier ou l'infirmière derrière permet aussi de poser des questions auxquelles on n'a pas forcément posé, si on n'a pas forcément préparé sa consultation. Ça permet d'avoir pas le même type de dialogue qu'on peut avoir. Donc ça peut être toujours, ou il y a aussi des associations de patients aussi, qui sont très très importantes pour échanger avec ces pairs, comme on l'a dit, et aussi pour partager son expérience et lever certaines questions. Euh, Parfois, on est quand même étonné. En fait, il y a parfois des décisions qui sont prises sur la foi de connaissances ou de sentiments ou d'opinions qui, finalement, quand les gens discutent avec d'autres patients, se lèvent. Vous voyez ce que je veux dire ça, c'est précieux.